Bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième journée de la troisième journée de défense des droits linguistiques du Canada. Je m'appelle Patricia Ribeiro et je serai votre hôte d'aujourd'hui. L'événement d'hier nous apportait des histoires inspirantes sur la préservation de l'autochtone, la langue et les contes et la défense des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de contenu passionnant provenant des défenseurs des langues à travers le Canada. Allons droit au but. Pour accéder à l'interprétation en français, cliquez sur le widget qui dit Interprify. Sélectionnez la langue audio de votre choix dans la liste des options disponibles. Le paramètre par défaut None, aucun, vous permet d'entendre l'audio principal. Pour accéder aux sous-titres, cliquez sur l'icône qui ressemble à un œil pour sélectionner la langue et sous-titres, puis sélectionnez votre langue préférée pour les sous-titres dans la liste des options disponibles. Le paramètre par défaut None, aucun, indique que les sous-titres ne seront pas affichés. Je suis très heureuse de vous présenter notre conférencière principale d'aujourd'hui, la Dr. Beverly Buchanan, du département des études et de l'éducation des sourds de l'Université de Lamar. Je vous invite tous à vous joindre à moi pour accueillir Beverly, qui fera une présentation sur la langue des signes des maritimes au Canada. Bien, merci bien. Alors bonjour tout le monde. Merci bien de cette belle invitation de vous adresser la parole. La langue des signes des maritimes, c'est celui avec lequel j'ai grandi. C'est ma langue maternelle, comme on aime bien dire. J'ai grandi avec cette langue-là pendant toute ma vie. Je vais vous expliquer un peu aujourd'hui au sujet de la langue des signes des maritimes. Nous l'appelons le MSL. Et je vais partager un peu davantage en profondeur au sujet de la recherche et des plans à l'avenir. Alors, allons-y. Un peu à mon sujet avant de commencer. Je suis sourde depuis la naissance. J'ai grandi à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Vous pouvez voir, il y a une photo de mes parents au milieu. Ils ont été mariés en 1952. Ils se sont rencontrés à l'école des sourds à Halifax. Ils sont tombés amoureux. Ils se sont mariés, 3 enfants. Ma sœur aînée, vous nous voyez à la droite, et la sœur du milieu avec le chapeau. Et moi-même, je suis la cadette. En tant que famille, on utilisait la langue des signes maritimes en grandissant. Le MSL avait une énorme influence sur ma vie. Nous sommes une famille sourde. La langue principale dans le foyer. Le chien entend, mais tous les autres sont sourds. Alors, je vais vous parler de mes antécédents d'éducation. J'ai assisté à une école privée. Ça s'appelait le Armbray Academy à Halifax. Une école privée pour les filles, en fait. J'étais placé là à l'âge de 9 ans. Et précisément pour acquérir la langue, j'ai beaucoup aimé l'école. J'ai beaucoup lu depuis que je suis toute petite. Et mes parents voulaient que j'aie une bonne éducation, un bon fondement général dans les sciences et les maths et l'anglais. Alors, évidemment, c'était difficile d'accéder à des interprètes de la langue des signes. Alors, j'avais vraiment envie d'une éducation supérieure. Alors, j'ai assisté à Gallaudet College. Gallaudet College à l'époque. Depuis lors, c'était une université. J'avais 16 ans. C'était plutôt jeune, mais j'avais vraiment hâte de poursuivre mes études. J'ai terminé avec un diplôme, avec un baccalauréat en biologie. Et j'ai cherché davantage d'éducation. J'ai fréquenté McDaniel College au Maryland.
Et là, en recherchant davantage là-bas, j'ai fait ma maîtrise en éducation des sourds, des personnes sourdes. Et encore à la recherche de davantage, j'ai fait mon doctorat à l'Université de Lamar et je viens de le terminer l'année dernière. J'étais avec une recherche axée sur la langue des signes des maritimes et c'est l'objet de ma présentation aujourd'hui. Je dois d'abord remercier les gens qui m'ont poussé à faire cette recherche d'emblée. Vous voyez leurs images, les photos là. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Ma mère était au milieu parce que c'est elle qui m'a enseigné la langue des signes maritimes. Elle m'a enseigné à lire en anglais. Sans sa contribution, rien n'aurait été possible. Mon père venait du Canada, de l'ouest du Canada. Il utilise l'ASL. Il a déménagé ici pour rencontrer ma mère à l'âge de 18 ans. Alors j'ai grandi avec ASL et MSL. Et ma mère utilisait uniquement le MSL. La langue des signes des maritimes, en fait, le livre de recherche est dédié à ma mère. C'est un élément, une recherche que les gens qui peuvent entendre peuvent utiliser pour faire référence à ces langues-là. Un grand merci à l'Université de Lamar de leur soutien et de leur mentorat. Je vais vous parler des origines de la langue des signes des maritimes. Environ 80% de la langue des signes vient d'une ancienne langue des signes britannique. Il n'y a pas beaucoup de documentation qui existe de l'époque sur ces langues-là. Il y avait beaucoup de mobilité, beaucoup de migration à l'époque, beaucoup de colonisateurs anglais des années 1600 et 1700 ont porté ces langues des signes avec eux, avec les sourds qui ont accompagné les colonisateurs originaux. En 1856, on a fondé l'école d'Halifax pour les sourds. Et avant cela, vous pouvez voir les deux personnes à l'écran, William Gray et George Tate. Ce sont les deux hommes à la droite. Ils étaient les deux premiers bénéfacteurs qui ont organisé l'école pour les sourds d'Halifax. Ils sont tous les deux écossais, nés en Écosse. Ils ont fait la migration vers Nouvelle-Écosse. Ils utilisent l'ancienne langue des signes des Britanniques. Ils ont déménagé à Halifax avant 1856. Ils ont établi cette école. Ils vivaient dans une école, dans une maison, et le propriétaire était à l'étage par-dessus. Ils avaient un enfant sourd et le propriétaire savait que les locataires étaient sourds aussi. Alors, ils les ont donné la responsabilité d'offrir une éducation pour des enfants du proprio et les autres enfants sourds de Halifax. C'était une sorte de salle de classe de fortune dans l'arrière-cour. Il y avait 12 étudiants. Mais on a continué de faire grandir cette petite école-là. C'est devenu une salle de classe. George Tate et William Gray ont enseigné la langue des signes britannique. Ils ont commencé par cela. Le prêtre a vu que cette salle de classe-là avait apparu comme ça. Il a fait du lobbying auprès du gouvernement pour faire que ce soit officiel. En 1856, on a établi l'école pour les sourds d'Halifax qui a continué jusqu'en 1961. Plusieurs des enseignants étaient des sœurs de l'Angleterre. Alors, ils ont apporté leur langue des signes aussi, notamment l'alphabet pour épeler avec deux mains. La raison que nous faisons une recherche sur la langue des signes des maritimes, c'est une langue qui est essentielle à la communauté des sourds ici. Et lorsqu'on songe à la langue des signes, ils appartiennent à la communauté des sourds et ils grandissent à partir de la communauté des sourds. Si vous regardez dans GlotLog 4.6, ça indique que la langue des signes des maritimes est une langue en péril. On perd cette langue-là. C'est très important de documenter et de préserver cette langue-là avant qu'elle ne disparaisse. Voici un exemple de langue des signes des maritimes.
Ah, désolé, je pensais pouvoir la jouer, mais apparemment que ça ne va pas jouer. Alors, le MSL est une langue en péril et les langues des signes en péril sont encore plus à risque que les langues parlées et qui sont en péril. Alors, la préservation est une question critique. C'est nettement plus facile de risquer de perdre des langues des signes plutôt que comparé à des langues parlées. Alors, je vous encourage, lorsqu'on songe à la préservation des langues du monde qui sont en péril, ou qu'on songe à préserver les langues des signes qui sont en péril. Les recherches sur la langue des signes des maritimes ont commencé en 1972 avec des publications et de la documentation vidéo, des efforts de préservation. Cela continue. Il y a toujours davantage de documentation dont on a besoin. Et surtout, on doit filmer en matière de documenter cette langue-là. Alors, l'objectif pour la documentation, c'est surtout pour préserver, pour l'utilisation future, afin que des membres futurs de la communauté puissent voir la langue, et pour des fins historiques, notamment l'histoire culturelle du Canada atlantique. Voici, ça c'est mon encadrement théorique pour ma recherche. Encore une fois, on est surtout axé sur conserver une langue qui est en péril, ce qui rejoint l'encadrement empirique pour l'analyse linguistique. C'est un peu petit. Il y a beaucoup de données, même malgré le fait que ce soit une langue peu connue. Alors, la préservation et la documentation, c'est une énorme importance. Il y a également beaucoup de belles occasions pour augmenter les ressources pour la recherche, afin que d'autres chercheurs dans le réseau puissent utiliser ces renseignements-là. Également pour préserver un patrimoine culturel humain. La documentation est également importante pour des fins archivistiques, ce qui assure une reddition de comptes auprès de la communauté sourde en Nouvelle-Écosse, afin de pouvoir rassembler tous ces renseignements-là et faire la documentation. On peut également faire des études sur les contacts langagiers avec ce genre de documentation, là où le transfert langagier a eu lieu et la frontière entre les langues et comment ils sont devenus finalement. Je regarde ce qui reste. Oui, le corpus documentaire, c'est tellement important afin que toute la planification linguistique, on commence avec le corpus et là, ça peut être analysé du point de vue linguistique à partir de cela. En ce moment, dans un monde numérique dans lequel nous nous retrouvons, nous avons l'occasion de faire la préservation des langues, pas uniquement avec des médias qui ne changent pas, figés. On peut également utiliser des techniques de préservation vidéo avec les outils dont nous disposons actuellement. Alors, je vais parler un peu de ma méthodologie, qui était surtout, il y en avait deux, la linguistique à base de corpus, et en utilisant ma propre auto-ethnographie selon mon propre vécu avec cette langue-là. Alors, revenons brièvement. ELAN, c'est le logiciel que j'ai utilisé qui fait l'analyse des captures faciles. On peut annoter en cours de route pendant une vidéo. Je vais vous parler un peu au sujet de la conception de mon étude. J'ai utilisé 20 vidéos. Les participants que j'ai analysés, c'était 20 adultes sourds. Ça m'a pris environ 5 mois d'analyse pour capter tous les signes qui sont spécifiques au MSL.
Parmi les données, ce qui était bien représenté parmi les signes, c'est que dans l'ensemble, j'ai retrouvé 2309 signes organisés selon différentes catégories. Les signes que l'on retrouve souvent, les grammaires, les phrases, les signes avec un genre, le contact et l'interférence, et tous les signes du MSL qui sont uniques. Les signes les plus fréquents, c'était au sujet du travail, dans cette catégorie-là. Alors, dans l'ensemble, il y a plusieurs noms. J'ai retrouvé plusieurs noms, pas beaucoup de, moins de verbes, mais plusieurs noms. Sur le plan de la grammaire, il n'y en avait pas beaucoup intégrés dans la langue, mais ce n'est pas séparé en catégories selon les signes. Il y avait une utilisation significative en matière du genre. Les hommes et les femmes utilisent différents signes. C'est une réflexion de l'époque. Certains signes genrés, les femmes parlent souvent d'éléments de garder le foyer, la couture, élever les enfants. Et les hommes parlent souvent des voyages, des sports et du travail. C'est ce qu'on a trouvé beaucoup dans la recherche. Alors, les gens qui utilisaient le signe masculin, il y avait beaucoup de code switching entre le ASL et le MSL et beaucoup d'interférences. Potentiellement, c'est en raison de beaucoup de voyages. Ils ont fait beaucoup de sport, des tournois dans différentes provinces. Alors, ils accèdent à différentes langues en cours de route. Et les femmes, à l'époque, restaient souvent au foyer. Alors, la langue était beaucoup plus stable et beaucoup moins de contact et beaucoup moins d'interférences que les utilisateurs de signes masculins. Alors, des trouvailles très intéressantes. Il y avait des signes uniques de MSL, notamment celui-là pour la famille ou pour un membre de famille ou une tante. C'était sur le poignet. Alors, c'était très intéressant du point de vue étymologique pour déterminer ses origines. Et comme un signe pour MSL, pour le bœuf haché n'existe nulle part ailleurs. Par exemple, mes parents, ça c'est un exemple de transfert intergénérationnel. Et mes parents utilisaient ce signe-là. On voit des anciennes vidéos que les gens utilisaient un ancien signe pour le bœuf haché. Ça, c'est le signe que j'ai utilisé, c'est le ASL, mais le signe MSL est plus iconique et ça ressemble davantage à un dispositif pour hacher la viande à l'ancienne. Avec le MSL, on voit MSL ressemble davantage à un dispositif pour broyer la viande, alors qu'on utilise plus souvent le signe ASL. Les deux hommes en bas, ce sont des frères. Ils parlent de l'Halloween. Il y a quelques différentes variétés. C'est l'ancien signe pour l'Halloween. C'est unique pour MSL. On ne le retrouve nulle part ailleurs. Il y a certaines limites pour ces recherches. Les vidéos sont un peu plus vieilles et en raison de la pandémie, j'ai pas été en mesure de venir en Nouvelle-Écosse pour justement recueillir d'autres vidéos. Donc, il y a des personnes âgées dans les vidéos qui utilisent ASL, l'ancien ASL. Je crois que si on pouvait penser aux années 1920-1930, ça fait quand même un siècle maintenant, il n'y avait pas de vidéo qui était capturée. J'aurais voulu qu'on ait cette capacité justement d'avoir cela lorsque l'ESL c'était carrément à ses débuts. Lorsque l'école d'Halifax a été ouverte en 1930, malheureusement, nous n'avons pas ça. Donc, pour le temps, permettez-moi de vous parler de ce qu'on a fait. Donc, cette recherche est en cours, comme ça a été expliqué. Je vais continuer à chercher, à regarder s'il y a des vidéos qui existent, c'est-à-dire plus anciennes qui existent.
Et aussi, justement, je lance un appel à toute la communauté des sources. Si jamais il y a des gens qui ont des vidéos en Betamax, en VHS ou toutes sortes de films, la qualité de ces vidéos du passé, qui sont assez vieilles, ont besoin d'un travail numérique justement pour qu'elles soient faciles à regarder et possibles à regarder. Et donc, probablement, une fois que j'aurai recueilli cela, pour le moment, nous avons 3200 discussions qui ont été montées, qui ont été préservées de façon numérique. Et donc, ce qui nous a permis d'avoir des dictionnaires numériques, si c'est cela. Et donc, c'est la possibilité, c'est la possibilité de collaborer avec d'autres pays qui ont eu des expériences dans les langues et pour les langues perdues. C'est clair qu'il y a cette possibilité de partager des idées et de parler de toutes les langues de signes qui existent et qui ont existé. Et bien sûr, avec cette possibilité de travailler ensemble, c'est clair que celle des maritimes existe et travaille présentement là-dessus. Un point qui serait important, intéressant pour la communauté, justement, les Nations unies ont un jour international des langues de signes. C'est une journée internationale, c'est le 23 septembre. Et donc, c'est la journée pour justement célébrer les langues de signes à travers le monde entier. Aussi, qui est intéressant, il y a la loi de Accessible Canada qui a reconnu ASL, RFQ et les signes, les langues de signes autochtones qui ont été reconnues justement au Canada. Malheureusement, cette loi n'est pas reconnue en dehors des maritimes, donc il y a beaucoup de travail qui reste à faire justement pour même avec notre province ou nos provinces des maritimes pour justement reconnaître cela. Lorsque j'étais à Halifax pour une semaine, où j'ai passé une semaine récemment, j'ai rencontré pas mal de personnes qui utilisent encore MSL. Elle est pas, elle n'a pas disparu complètement, elle est toujours utilisée. Donc, ce serait très bien de distinguer ces ressources, de les documenter qui sont disponibles, de sorte à ce que les gens de générations plus âgées, lorsqu'ils sont dans les hôpitaux ou lorsqu'ils en ont besoin, ils seraient en mesure de communiquer justement par cette langue de signes. C'est une langue qui n'est pas utilisée par les jeunes. euh, donc, en sus de la préservation, il est question de faire des efforts justement parce que MSN non seulement est en voie d'extinction, mais c'est le cas dans toutes les provinces. À Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, les provinces atlantiques utilisent toujours MSL comme une langue de signes. Et depuis les 1960, que c'est devenu utilisé partout dans le monde lorsqu'il était question de langue de contact qui a eu lieu. Et donc, MSL bien sûr, elle s'est étendue, elle s'est répandue en Nouvelle-Écosse et aussi aux États-Unis. Et les plus anciens enseignants qui étaient à l'école d'Halifax, qui utilisaient MSL, avaient pris leur retraite anticipée ou alors ils avaient déménagé ailleurs. Et donc, c'est là où il y a eu un grand changement de langage, de langue, pardon, dans les années 1960. Donc, on est correct avec des gens qui sont diplômés de Halifax, qui sont très forts, ce sont des utilisateurs de MSL, et aussi les gens qui sont diplômés des écoles de sourds, qui sont très influencés par la langue de signes américaine ou alors par les prochaines langues de signes. Alors, ma demande pour vous, ce que je vous demanderai à Language Advocacy, c'est de reconnaître la langue des provinces maritimes comme étant comme les langues de l'Atlantique, du Canada. Il est question de fournir plus de ressources pour justement à des fins de conservation, de sorte à ce qu'il y ait toujours des subventions justement dans ce sens pour rendre ce travail possible.
Je pense que nous allons terminer à temps et voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci beaucoup de prendre le temps de suivre ma présentation aujourd'hui et d'en apprendre plus sur notre histoire. Merci Beverly pour cette incroyable ouverture de la deuxième journée de nos célébrations de la journée de défense des langues. Comme vous le savez peut-être, la conférence de cette année vise à relier la défense des langues aux objectifs de développement durable des Nations Unies, parce que lorsque nous nous battons pour les droits de la personne, aucune langue ne doit être laissée de côté, quelle que soit la langue parlée ou signée. Ensuite, nous aimerions vous présenter une vidéo de la Fédération mondiale des sourds sur la façon dont les communautés sourdes et malentendantes peuvent plaider en faveur des ODD, qui sera suivie d'une présentation vidéo de la docteure Nadia Kaidi de l'Université de Toronto qui nous parlera de la langue, de l'identité et du rôle des bibliothèques. Le- les objectifs du développement durable. Les objectifs de développement euh, euh, durable font partie de l'agenda de 2023 qui, en fait, ça comprend 17 objectifs, 169 cibles au but pour justement mesurer les objectifs. Donc, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté cela. Elle a mis en place, élaboré le cadre du travail. Mais pourquoi nous avons ces SDG? Les SDG étaient élaborés par des gouvernements en collaboration avec la société civile et le système des Nations unies avec pour objectif d'identifier les défis globaux et fournir les solutions. Ça comprend la famine, la pauvreté, la pauvre qualité de l'éducation et la réduction des inégalités et d'autres problèmes comme la protection de la planète. L'ordre du jour de 2030 remplace en fait les objectifs de développement du millénium et sa feuille de route pour justement assurer un meilleur développement durable pour l'avenir. Donc, l'ordre du jour de 2030 a été adopté par des membres États de l'Assemblée générale des Nations unies de 2030 pour 2030. Ça démontre justement le déploiement des leaders mondiaux et ça comprend plusieurs pages. C'est un gros document qui contient 5 sections. La section 3 comprend les objectifs de développement durable. Chacun des objectifs, des 17 objectifs, s'attarde sur un des problèmes. À titre d'exemple, on parle de famine, lorsqu'il est question de zéro famine et aussi pour ce qui est de la qualité de l'alimentation. Pour ce qui est des problèmes éducationnels, ils sont relevés à l'objectif 4, intitulé l'éducation de qualité. Et aussi, ça parle de, bien sûr, l'inégalité de genre.
Le SDG représente une possibilité pour vous. Une fois que vous savez comment les utiliser, vous pouvez avoir des répercussions, un impact justement au niveau national. L'idée derrière cela, derrière ces objectifs, c'est de mettre en place un lien et réaliser ou assurer un meilleur monde pour tous. À titre d'exemple, il n'est pas possible d'éradiquer la pauvreté sans, bien sûr, vivre dans un environnement sain, sans aucune discrimination, sans une éducation de qualité et des possibilités égales à titre pour le recrutement. Tous les objectifs et les buts sont interreliés et donc il est question, bien sûr, de casser les silos et la façon ségrégationniste de penser. Pour les personnes sourdes, cela signifie qu'en utilisant les SDG dans leur travail de défense, plus de portes gouvernementales vont s'ouvrir. Les gouvernements nationaux ont besoin de faire impliquer les personnes sourdes et les personnes avec des handicaps pour ce qui est, bien sûr, assumer la responsabilité de demander au gouvernement de traduire ces SDG en langue de signes. Et donc, ça va justement sensibiliser plus au sujet de la surdité. Justement, on va vers la fin de cette session. On va passer alors à la prochaine. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les efforts de défense des droits de la Coalition pour l'accès linguistique du Canada ont commencé en Ontario, mais au cours de la dernière année, les défenseurs de partout au pays se sont joints à nous. Notre premier groupe de discussion de cet après-midi présentera les histoires des provinces de l'Atlantique sur le thème de l'établissement de la langue et de la défense des droits. Je vous demande de vous joindre à moi pour accueillir le docteur Anne Pinkett de l'Université de Moncton, de ses panélistes Michel Arsenault, Merek et Erika Canto. Vous pouvez en apprendre davantage sur les panélistes dans les détails de la session.